Aujourd'hui, je pensais vous parler longuement des livres dont vous êtes le héros. Et notamment en déguisant Yo-Yo le Berserker en barbare des steppes parcourant une plaine couverte de fine neige fraîche à la recherche d'une pierre démoniaque qui, dans les mains d'un magicien de Caris, lui permettrait d'ouvrir un portail maudit vers l'île des Chevaliers Pourpres. Eh bah non! Pour voir Yo-Yo le Berserker à moitié nu couvert de peaux de bêtes synthétiques achetées chez Ikea, faudra attendre. En fait, en grattant les premières lignes de cet épisode, je me suis rendu compte que mon attirance pour le jeu de rôle date de bien avant ça. Je me suis même demandé quand est-ce que raconter des histoires n'a plus suffi à mes jeux d'enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette espèce de lassitude là qui s'installe après une énième bagarre avec sa sœur, son frère ou son cousin, rayé la mention inutile, à propos de qui c'est qui était le plus fort. Musclor ou Skeletor ? Alors, comme vous l'avez déjà deviné, surtout si vous savez lire un titre, nous allons aujourd'hui parler de l'époque où je jouais au maître de l'univers. Si je vous parle aujourd'hui des maîtres de l'univers, c'est parce que c'est l'origine de toutes les aventures rôlistiques. Bien avant les... Oh, Franck, qu'est-ce que tu fais? Je parle des maîtres de l'univers. Toi? Toi, tu parles des maîtres de l'univers? Tu veux dire que tu fais un épisode d'Ancestral Geek sur les maîtres de l'univers et tu m'invites pas, moi? Bonjour, moi je m'appelle David, et aujourd'hui, on va vous parler des maîtres de l'univers. Par le pouvoir du crâne ancestral! Ce coup-ci, je ne vais pas me permettre de faire cet épisode tout seul. En effet, David est le plus grand spécialiste mondial des maîtres de l'univers qui habite au sud de Saint-Étienne. Une fois n'est pas coutume, nous allons faire cet épisode main dans la main et nous allons commencer par aller explorer les souvenirs d'enfance de David. C'était en 1981 ou 82. Enfin bref, un truc lointain où j'avais pas encore atteint mes 10 ans. Ma mère m'avait amené, après sa traditionnelle visite hebdomadaire chez son grossiste, un nouveau jouet. Une espèce de barbare à la musculature démesurée, vêtu d'un simple slip en fourrure et d'un harnais à la limite du SM. Ouais, heureusement qu'on ne connaissait pas le concept à l'époque. À la chevelure blonde et à l'air féroce. Au lieu de l'attitude figée, rigide, typique des figurines de l'époque, l'individu se tenait dans une posture guerrière, les genoux un peu fléchis, dans la même attitude que celle d'un catcheur avant le combat. Rien que le nom donnait la couleur. Musclor. On sentait bien que ça n'était pas le genre de héros qui arrête les voyous en les sermonnant un peu avant de les inviter à manger une glace à la fraise. Ouais, mais tu vois, plutôt avec des arguments du genre clé de bras, coup de pied au cul, voire pétage de gueule, tu vois. Ouais. Alors l'arrière de la boîte présentait ses petits copains et les destinataires des bourre-pifs de notre blondinet sous stéroïdes. Ouais, leur nom, les maîtres de l'univers. Le dessin animé n'existait pas encore, ou peut-être qu'il n'était pas encore arrivé dans notre beau pays. Mais en tout cas, je n'en avais jamais entendu parler. Qu'à cela ne tienne, j'étais séduit. Mon imagination d'enfant imaginait déjà des duels épiques sur le dossier du canapé, l'escalade périlleuse du radiateur ou la noyade mortelle dans la baignoire. Pour cela, fait nouveau pour l'époque, le jouet était accompagné d'une petite bande dessinée qui allait aider le bambin aux yeux qui brillent que j'étais alors à poser le contexte des aventures du blondinet aux hormones. Bon, et aussi accessoirement pour savoir qui étaient les gentils et qui étaient les méchants au milieu de cette bande de créatures plus tordues les unes que les autres. Et là, deuxième grosse claque. Au lieu de petits dessins mal foutus avec des bulles comme on aurait pu s'y attendre, c'était de véritables fresques épiques, à l'image des Flash Gordon d'Alex Raymond et Matinées de Frank Frazetta qui attendaient le lecteur. La vraie force de cette ligne de jouets devenue iconique, c'était ce mélange absolument pas lissé. Un chaos indescriptible qui partait dans tous les sens et dans toutes les couleurs. Et qui, et ça je l'ai su bien plus tard à l'âge adulte, était le résultat d'une improvisation totale des créateurs de la gamme. Rayon laser contre épée ancestrale, barbare simiesque avec des plumes sur les bras contre cyborg avec des bras interchangeables. Bref, un joyeux foutoir où tout devenait possible.
et pas cher à produire en plus. 2 ou 3 moules différents pour les bras, le torse, les jambes et le slip. On interchange les morceaux en changeant les couleurs, et boum, un nouveau perso. Pour ma part, la découverte de ces figurines a été un peu plus tardif. Nous sommes en 1986. En fait, juste après 1985, car à Noël, mon frère et moi avons reçu les 2 châteaux des Maîtres de l'Univers, avec les figurines de Skeletor et de Musclor qui allaient avec. Et pendant tout le début de l'année 86, ce sont les jouets qui ont toute notre faveur. Pour les plus attentifs, vous remarquerez qu'on était déjà plutôt sur la fin de la vague des Maîtres de l'Univers. Et notamment parce que mes parents n'étaient pas du genre à se jeter sur la première nouveauté venue. Enfin bref, le phénomène des Maîtres de l'Univers ne pouvait pas rester sans conséquences. Outre le fait que ça a radicalement changé l'industrie du jouet, ça a aussi attiré un certain nombre de charognards. Le cas qui nous intéresse est celui d'une toute petite entreprise qui s'appelle Fasa. Enfin, à l'époque, elle était toute petite. Qui a décidé de se lancer dans une franchise à succès pour son nouveau jeu de rôle. Enfin, le président de l'entreprise, monsieur Mike Nielsen, a décidé donc d'acheter une franchise à succès pour faire un bon jeu de rôle. Voilà. Comme vous l'avez deviné, il s'est penché sur le cas des Maîtres de l'Univers. Pour moi, c'est l'exemple parfait pour illustrer 2 choses. La première, c'est que Internet a vraiment la mémoire courte. Et la deuxième, c'est que adapter une franchise à succès en jeu de rôle est un exercice, comment dire, hasardeux. En 1986, c'est l'ébullition dans ma petite tête. Sans doute à cause de ce fameux nuage qui n'a jamais passé la frontière, mais j'ai un certain nombre de certitudes. Premièrement, le Monopoly, c'est plus pour moi. Deuxièmement, Retour vers le futur, c'est de la balle. D'ailleurs, à l'époque, j'ai toujours pas compris à quoi jouent les enfants au début de E.T. Donjons et Dragons, je connais pas. Cette année-là, je joue au Maître de l'Univers, enfin jusqu'en juillet. Après, je fais la découverte des livres dont vous êtes le héros. Oui, là du coup, on en parlera vraiment dans le gros épisode susnommé. Et puis ensuite, en septembre, je fais la découverte du jeu de rôle, notamment grâce au fils de ma nounou, qui me fait découvrir une espèce de jeu créé par lui-même d'espionnage, avec des lasers, des pièges, etc., où on investissait des immeubles. 1 mois plus tard, la messe est dite. Je passe toutes mes récréations à jouer à l'œil noir. En 1 an à peine, je suis définitivement contaminé par le jeu de rôle. Geekification express. Mais revenons à nos moutons. En tout cas, j'étais accro. Vendu à la cause. Prêt à faire dépenser à mes parents leur argent rudement gagné pour inviter la bande à Mumu dans ma chambrette. Skeletor est venu rapidement rejoindre sa némésis, suivi des grands classiques. Tila, la seule femme de l'équipe et portant 2 fois plus de vêtements que le héros. Le maître d'armes, homme vert, avec une armure orange et un casque bleu. Ouais, j'avais prévenu qu'au niveau couleur, ça piquait un peu. Le monstre, homme bête à la fourrure orange vif et armé d'un fouet. Ouais, quand je vous disais qu'il y avait une thématique sadomaso. Océanor, l'homme poisson. Stratos, l'homme singe tout poilu avec des ailes rouges. Ou bleues selon les versions. Zodak l'extraterrestre. Sans oublier bien sûr le tigre de combat. Réutilisation par Mattel d'un accessoire de la gamme Big Jim et repas en verre. Et puis, la consécration. Le Graal ultime. Pour mon anniversaire, une maman corrompue par les désirs mercantiles de son minot avait consenti à lui acheter le fabuleux Château des Ombres. Alors là, je défie quiconque de me trouver dans l'histoire des jouets un playset aussi dingue que ce château à la pierre verte et aux formes presque organiques. À l'intérieur, bourré de pièges magiques et d'ordinateurs, et dont au premier abord, on aurait été bien en peine de dire s'il appartenait aux gentils ou aux méchants. Autant dire que je me trimballais partout avec ma collecte complète. En plus, le Château des Ombres agissait comme un parfait coffre de transport, avec une poignée intégrée. Et avec une solidité plutôt étonnante pour l'époque. Pour l'anecdote, mon Château des Ombres s'est pété la gueule du haut d'un rocher et a dévalé un pré en pente sans que la plus petite fissure ne soit apparue. Très vite, je trouvai un partenaire de jeu avec mon cousin, de 2 ans mon cadet. Opérant de concert, nous avons monté une opération bien synchronisée. Nous convainquions nos parents respectifs de ne pas nous acheter les mêmes figurines. Ce qui fait qu'à nous deux, nous avions un bestiaire plutôt complet.
C'est à cette époque que le dessin animé est sorti à la télévision, avec le succès qu'on lui connaît. J'aimais bien, c'est sûr, mais j'ai jamais pu m'empêcher d'être un peu déçu. En effet, l'histoire de la version animée était totalement différente de la version des comics incluse dans les jouets. Sans doute pour épargner à nos chères petites têtes blondes la violence et la testostérone promises par les figurines. Et surtout, ce qui m'a profondément déçu, c'est que les producteurs ont radicalement supprimé le côté flou et un peu yin-yang de la relation Musclor-Skeletor. Mister Muscle devenait le seul détenteur de l'épée du pouvoir. Et Skeletor était relégué à un rôle de méchant un peu pathétique. Mais pire encore, le Château des Ombres lui-même perdait son statut neutre pour devenir l'apanage des forces du bien, gardé pour l'occasion par un personnage appelé la Sorcière, qui était inconnu de la gamme des jouets. Et c'est là que j'en reviens au coup de génie de Mattel concernant le château, et qui a été complètement annihilé par la version de Filmation. Au lieu de faire de la bâtisse au crâne gris, quelque chose de bien, mais qui n'était pas, les créateurs en avaient fait un lieu disputé par les deux camps, et qui pouvait changer de bord à la suite d'un assaut réussi depuis le sommet de l'armoire à linge, ou d'une traîtreuse infiltration par le dessous de la table. Le drapeau fourni avec le château comportait d'ailleurs 2 faces, pour illustrer l'allégeance du moment. Et puis, il a fallu qu'il rajoute un clown. Ouais, Orko. Et ça se voyait que c'était un rajout, fait pour tempérer le côté musculeux de ses autres copains. D'ailleurs, la version jouet était hideuse. Autant vous dire que j'ai laissé mon cousin l'acheter celui-là. Quelques années ont passé avec un succès qui ne faiblissait pas. Les nouvelles figurines continuaient à sortir à un rythme effréné. Et avec des concepts de plus en plus tordus, à la limite du what the fuck. Je citerai notamment Puantor. Peint comme un putois, et dans le plastique duquel Mattel avait rajouté un parfum qui, alors sans puer, devenait vite dérangeant à l'usage. Même maintenant, celui de ma collègue sent encore. Ma femme m'a interdit de sortir de son blister la nouvelle version sortie en 2010. Il y avait aussi Elephantor, un pompier, bodybuildé comme les autres, avec une tête d'éléphant robotisé. Ou bien un Moduloc, un monstre constitué de pièces interchangeables, oscillant entre l'humain et l'insectoïde. Il faut bien le reconnaître, les créateurs avaient une imagination de dingue. Et même au niveau technique. La version de He-Man, avec des poings qui contenaient des petits pétards et qui explosaient au contact. Ou encore certains véhicules dont le mode de déplacement frisait parfois la haute ingénierie. Des roues. C'est pour les débutants, ça, madame. Regardez-moi ça, le Dragon Walker, qui pour se déplacer alterne des rotations et l'avancement de la tête et de son corps. Et le Slime Pit, qui introduisait auprès des enfants cette substance visqueuse et gluante, qui, à force d'utilisation et de noyage de figurines, se chargeait tellement de poussière et d'impureté qu'il finissait par ressembler à un petit étron marronasse. De nouvelles factions sont venues se greffer à l'histoire, et dans mon coffre à jouets. Les hommes serpents, conduits par le roi S, et la horde sauvage du terrible Hordak. Bon, ces derniers avaient bien été créés pour intégrer la gamme des maîtres de l'univers, mais dans le dessin animé, ils avaient été bombardés comme les ennemis de la frangine de Joe le Bodybuildé. Enfin, Mattel quoi. Donc du coup, on a eu droit à She-Ra et les princesses du pouvoir. Comme si les filles n'auraient pas pu avoir leur place dans l'univers de Mumu et ses copains. Bon. Du coup, on a eu droit à une gamme de jouets qui partait d'une bonne intention, avec des personnages plutôt sympathiques. Mais la firme qui avait créé Barbie n'allait tout de même pas laisser passer des figurines pour filles, sans leur coller des paillettes partout et des cheveux qu'on pouvait coiffer quand même. Si la horde sauvage était bien dans nos effectifs, les princesses du pouvoir, quant à elles, elles pouvaient aller prendre le thé ailleurs. Pourtant, le dessin animé était pas mal du tout. Mais alors, les versions jouets, c'était quand même l'exagération totale au niveau des trucs qui brillent. Et puis, il est arrivé 2 choses. La première, c'est que mon cousin et moi, on a commencé à grandir. À perdre l'intérêt pour les jouets qui avaient pourtant largement contribué à développer notre imaginaire. Dans un élan de folie furieuse, de sacrilège impardonnable ou de possession démoniaque.
Je vendais la quasi-intégralité de ma collection ou les cédais à quelques cousins plus jeunes. Qu'est-ce qu'on peut être con quand on est ado? Je m'en mords encore les doigts. Au moment exact où David se débarrassait de la bande à Mumu, j'avais pour ma part pas eu le temps de me lasser de ses muscles saillants. En effet, je jouais avec mon frère, lui Skeletor et ses sbires et moi Musclor et ses acolytes. Les concepteurs des figurines avaient par leur production, disons, inventive, débridé notre imagination. On inventait des histoires, et on s'engueulait en permanence. Notamment parce que d'après moi, Musclor devait toujours gagner à la fin. Pas moi qui le dis, c'est le dessin animé. Et Laurent en avait vraiment marre que Skeletor se fasse maraver à tout bout de champ. Nous y voilà. Aucune règle dans ce jeu nous permettait de définir qui gagnait cette fois-ci. Oui, Musclor est le plus fort en bagarre. D'accord. Mais peut-être que Skeletor est meilleur en magie quand même. Non? Déjà à l'époque, on sentait qu'il manquait quelque chose. Et là, normalement, vous devez commencer à me voir venir. Si seulement nous avions connu l'œuvre magistrale de Fada, nous aurions pu nous amuser sans limite. Non, je déconne, c'est une vraie bouse. En fait, ce jeu est arrivé très tard, et conçu par une équipe restreinte, et ils sont arrivés presque à la fin du dessin animé, pour ne pas rater la poule aux œufs d'or. Et ils ont fait sortir le jeu précipitamment de chez les imprimeurs, donc mal fini, mal dégrossi, non relu, quoi. Master of the Universe RPG est devenu une véritable pièce de collection. Notamment parce qu'il s'en est quasiment pas vendu. D'ailleurs, à ma connaissance, ça n'a jamais été traduit en français. Donc si vous en trouvez un, moi je suis intéressé. C'est mon côté un peu masochiste. J'ai quand même réussi à mettre la main sur quelques photos. Et croyez-moi, ça n'est pas beau à voir. Si vous avez le role-playing sensible, il est encore temps d'arrêter la vidéo. Ouais, en fait, pour arrêter la vidéo, c'est pas compliqué. Il suffit d'appuyer sur le pouce bleu, ou sur la cloche, ou sur le bouton s'abonner, et de quitter navigateur. Vous êtes encore là? Vous avez peur de rien, vous, hein? Ou alors, vous avez raté votre jet d'intelligence. Bref, accrochez-vous à vos livres de base, ça va saigner. Master of the Universe RPG est un jeu de rôle édité en 1985, sans doute motivé par la relative réussite de Star Trek RPG. C'est un hybride jeu de rôle, jeu de plateau, avec un scénario extrêmement élaboré dans lequel on traverse un labyrinthe pour aller tuer Skeletor. Pour cela, on joue un pré-tiré. Musclor, Tila, Orko, hein. Et puis, voilà. Ah si, le plateau et les figurines sont fournis. Encore heureux. Voilà. On a fait le tour des points positifs. HeroQuest, qui sortira en 1989, je vous l'accorde, fera tellement mieux, ne serait-ce que sur la rejouabilité. Donc, un jeu guère plus évolué que le jeu de la vie ou Motel. Fasa a failli ne jamais s'en remettre. En même temps, quelle idée de créer un jeu de rôle sur un univers qui a été créé par les designers de la série à fur et à mesure. Vous savez, il y en a d'autres qui se sont fait avoir par la patte du gars. On aura largement le temps d'en reparler, notamment de toutes les franchises dans le jeu de rôle. Malgré tout cela, les maîtres de l'univers ont quand même apporté une grosse pierre à l'édifice du jeu de rôle. Vraiment, à la même manière en fait que les super-héros de DC ou Marvel. On avait tous envie de s'identifier à Musclor, She-Ra, Orko, pourquoi pas? Non, pas Puantor. Et le jeu traditionnel de l'époque ne nous permettait pas de vivre ce genre d'aventure. En fait, les maîtres de l'univers ont ouvert la boîte de Pandore de l'identification à son personnage. J'ai l'intime conviction que le jeu de rôle est né de la contrainte des règles. Dans une partie de jeu de rôle, on ne peut pas tout faire. C'est ça la clé du jeu. Oui, un guerrier ne peut pas lancer de sort. Ça évite les bagarres d'infini et les miroirs, c'est toi qui y es. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Si c'est pas clair, on en parlera dans les commentaires. Donc, les grosses figurines, trop cool. Le jeu de Fasa, on oublie. D'ailleurs, à l'époque, je savais même pas que ça existait.
Le Monopoly, Cluedo et compagnie, ça ne m'intéresse plus. D'ailleurs, Laurent en a vraiment marre que je modifie les règles pour les rendre plus intéressants. Enfin, essayer de les rendre plus intéressants. Parce que je n'ai que 9 ans à l'époque, je vous rappelle. Bon, je fais encore plein de bêtises. Il faudra attendre mes 11 ans pour que j'écrive un scénario de jeu de rôle qui tienne la route. Et mes 14 pour que je conçoive un wargame qui soit présentable. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le terreau était fertile pour me pousser vers le jeu de rôle, et ça n'a pas manqué. Revenons à l'argumentaire de David, que j'ai de façon extrêmement impolie coupé en plein milieu. La deuxième chose que voulait dire David, c'est que Mattel a commencé à prendre un peu le melon, et à perdre les pédales. Il faut dire que la gamme des figurines des Maîtres de l'Univers a été la première de la firme à dépasser Barbie en termes de vente. 5 ans après les débuts des Maîtres de l'Univers, il ne restait de la gamme que les ruines fumantes tressaillant au rythme des rediffusions. Les nouveaux personnages se sont multipliés, de plus en plus vite, s'éloignant parfois beaucoup des concepts de base. Comme les Rocons, ces robots qui, à l'instar des Transformers, pouvaient se transformer. Ouais, mais en cailloux. Oui, par contre, pour ce qui est de trouver des concepts complètement fumés, ils avaient la pêche, hein, les créateurs. Et le problème, c'est qu'avec tous ces nouveaux personnages, on avait un peu perdu ceux qui faisaient le cœur des Maîtres de l'Univers. Et surtout, ceux qui étaient les héros du dessin animé. Si l'on pouvait encore trouver quelques versions de Musclor et Skeletor avec des armures qui se cabossaient ou qui jetaient de l'eau, les Tila, Maîtres d'armes et autres Stratos devenaient petit à petit introuvables. Et la vie continua. Je rangeais les Maîtres de l'Univers dans un coin de ma tête. Ils devinrent un souvenir sympathique. Une bouffée nostalgique chaque fois que j'entendais le ta-ta-ta-ta-ta du générique. J'échappais par bonheur à la désastreuse tentative de revival de la gamme au début des années 90 qui voyait Musclor et Skeletor être projetés dans le futur. Je n'ai jamais vu un seul épisode du dessin animé. Par contre, j'ai eu les jouets entre les doigts. Et je peux vous dire que c'était vraiment pas beau à voir. Fini les figures imposantes et massives. Bonjour les miniatures qui tenaient à peine dans la main, et aussi raides que des balais. Oubliable. Et oublié d'ailleurs. On parlait de quoi là déjà ? Et puis, Mattel a été touché par la grâce. En 2001, pour les 20 ans des Maîtres de l'Univers, ils décident de lancer un reboot. Et au lieu de confier ça à des publicitaires ou à des comptables, ils se penchent vers les fans. Les geeks, les nerds, ceux qui avaient continué à faire vivre l'univers d'Eternia à travers des comic books, des conventions, des fanfictions. Ils ont embauché un studio de sculpture dont les membres étaient tous des fans absolus des figurines classiques. Et je suis tombé dessus complètement par hasard, puisque ces figurines ne sont jamais arrivées dans les boutiques françaises, pas plus que la nouvelle série de dessins animés. Tout s'est rallumé dans ma tête. Je venais de m'installer avec ma femme. J'avais mon premier boulot stable et mon premier salaire pas trop dégueu. Et il s'est passé ce qui se passe chez tous les geeks qui se retrouvent avec un peu d'argent dans la main. J'ai tout acheté, y compris les figurines exclusives des Comic-Con. Ou du moins tout ce que j'ai pu trouver. Mais à part quelques variantes et quelques véhicules anecdotiques, tout ça orne maintenant avec fierté mes étagères. Et il faut dire que la gamme était franchement réussie. Chaque personnage voyait ses caractéristiques soigneusement conservées. Et oui, mais avec une sculpture beaucoup plus moderne et avec beaucoup plus de détails. Et en abandonnant complètement le côté pièce réutilisable. Le Skeletor était plus émacié, son visage squelettique était beaucoup plus effrayant. Le Musclor avait une coupe de cheveux plus sauvage et des armes aux proportions démesurées. L'armure du maître d'armes était bardée de circuits, de tuyaux et de boutons. Bref, un vrai bonheur esthétique. Je développais des trésors d'imagination pour me procurer les figurines, sollicitant eBay ou les boutiques spécialisées parisiennes. Et évidemment, je me suis dit que ça serait dommage d'avoir les nouvelles figurines sans pouvoir les comparer aux anciennes. Et du coup, rebelote. J'écumais avec la hargne du bulldog, les brocantes, les boutiques de jouets anciens, et encore une fois, eBay. Et je suis parvenu à retrouver une part plutôt honnête de ma collection. Je me suis surtout attaché à récupérer les figurines que je possédais étant enfant. Mais j'ai su trouver quelques extras à l'occasion,
dont le magnifique Snake Mountain, l'antre de Skeletor et sa bande. Les gosses n'ont pas aimé. Une grosse partie des jouets étaient achetés par des gens comme moi, des adultes nostalgiques qui avaient vu dans cette nouvelle série le truc qu'ils auraient aimé voir quand ils étaient gosses. Donc Mattel a tout arrêté. Et c'est comme si des millions de voix s'étaient mises à hurler de terreur et s'étaient éteintes soudainement. Mais en tout cas, chez les fans, dont je faisais évidemment partie, ça a quand même bien gueulé. Je m'apprêtais à aller noyer mon désespoir dans eBay, pour acheter les bouts qui me manquaient de la collection, quand une nouvelle est tombée sur iman.org. Ouais, ça existe, et c'est un putain de bon site. iman.org, qui a rallumé la flamme sacrée dans mon petit cœur trahi. Les Four Horsemen, ce fameux studio de sculpture qui avait conçu les nouvelles figurines, et vrai fan de la franchise, comme je vous ai dit plus haut, avait réussi à négocier un accord avec Mattel pour produire de nouvelles figurines pour les fans. Mais Mattel avait mis une condition. Il ne fallait surtout pas que ça puisse venir faire concurrence à une éventuelle gamme de jouets. Donc les figurines ne devaient pas comporter de points d'articulation. Inutile de vous dire que ce dernier point, je m'en tapais royalement les baloches. De toute façon, les figurines, c'était pas pour jouer avec, c'était pour exposer dans une vitrine. En plus, les Horsemen n'étaient plus limités à une taille unique pour les figurines, et ils ont donc pu faire des statues. Ouais. Quand ça bouge pas, ça s'appelle une statue. En plus, ça fait plus classe. Et à l'échelle, les unes par rapport aux autres. Et là, j'ai kiffé à mort. L'orgasme du collectionneur. Des statues d'une qualité à vous couper le souffle. Et pas cher en plus, puisqu'elles étaient en PEHD. Enfin, pas trop cher si vous habitez aux US, parce qu'en France, il y en a certaines qui ont un peu fait couiner le portefeuille. Surtout que les petits sadiques, ils ont continué à produire des statues exclusives pour les Comic-Con. Ah, le roi Randor en résine de porcelaine, il avait intérêt à être bien, je vous dis que ça. Et ça a eu un succès dingue. Auprès des fans, évidemment, mais un succès notoire. J'ai pu récupérer des personnages qui dans la version originale étaient franchement moches et qui avec ces nouveaux designs rendaient carrément classe, comme Mosquitor ou Elephantor. Et ils ne se sont pas arrêtés aux petites statues à l'échelle des jouets. Il y a eu aussi une gamme de bustes dont j'ai réussi à me procurer 4 d'entre eux. Et une série de vraies statues de près de 50 cm de haut. Mais là, j'ai lâché l'affaire tellement c'était cher leur bazar. Mais c'était beau. Putain que c'était beau. Oh, je rêve encore de me trouver la statue de Skeletor avec la cape déployée et le bras tendu pour lancer un sort mortel. Oh. Alors évidemment, ça ne pouvait pas durer. Mattel a vu qu'une autre boîte pouvait se faire du pognon avec leur licence, alors une sorte de petite pointe de jalousie qui s'est mise en place. En 2009, Mattel annonce la fin de sa collaboration avec les Four Horsemen. Désastreux! Mais. C'est pour annoncer une nouvelle gamme de figurines, pour adultes, réservée aux collectionneurs. Inspirée des designs originaux, elle s'appellera Master of the Universe Classic. Je ne vous cache pas que j'étais un peu vénère, mais je ne me doutais pas de ce qui m'attendait. On voit donc arriver à la Comic-Con 2009 la première figurine de la série. Une exclusivité que j'ai payé un prix très raisonnable si on tient compte de la valeur qu'il a aujourd'hui. Le roi Grayskull, ancêtre de notre musclor des familles, est apparu dans un des derniers épisodes de la nouvelle série de dessins animés. Je me retrouve avec une boîte qui, une fois dépliée correctement, imite la façade du Château des Ombres. Et avec un dispositif qui hurle « I have the power !» et qui fait clignoter des éclairs à chaque fois qu'on ouvre la porte. La figurine est magnifique. Moins moderne que les autres, mais avec des points d'articulation partout et une vraie finition d'objet de collection. Je m'empresse de placer la bête au-dessus de mon lit, à la place d'honneur, me valant les pires malédictions de la part de ma douce moitié, chaque fois que, au fil des ans, la porte s'est légèrement entrouverte, pour nous hurler la phrase fétiche à Mumu dans le creux de l'oreille en plein milieu de la nuit. La collection promettait. J'avoue en avoir raté quelques-unes, dont l'imposant Bélios, qui reste un trou inacceptable dans ma collection. Pour la petite histoire, ces figurines se vendaient environ dans les 25 €. La dernière fois que je suis allé faire un tour sur eBay pour essayer de me le trouver,
Il cotait à 250. En voyant ça, j'ai avalé ma salive et je suis retourné admirer mes vitrines en me disant que de toute façon, j'avais pas la place. J'ai pas attrapé la collectionnite de Musclor comme David. Hein. Mais j'ai toujours gardé un œil attentif sur la production de jeux de rôle franchisés, sur les univers qui ont façonné mon enfance. Divers jeux de rôle amateurs ont proposé quelque chose de très honorable sur les maîtres de l'univers. Le premier dont je vais vous parler est sorti du cerveau de James Kerr. Il est intégralement en anglais, comporte 60 pages et est fourni en PDF sur internet. D'ailleurs, je vais le mettre en lien dans la description. Il est très malin. Vraiment. On interprète un enfant qui joue au maître de l'univers. Et donc, qui possède un argent de poche et des revenus d'argent de poche lui permettant d'acheter des figurines qui viendront intégrer son set de figurines avec lesquelles il va jouer avec ses petits camarades. Donc les histoires doivent être racontées avec les figurines dont on dispose. Le passage de niveau consiste à toucher son argent de poche et aller au magasin pour aller acheter des pièces d'équipement pour les figurines ou des véhicules ou des créatures supplémentaires. C'est sympa. Si vous êtes un fan, c'est à essayer à l'occasion. Le second a été créé en 2018 par Jeremiah Litchemer. Il est aussi en anglais et c'est un PDF de 62 pages. Il vous permettra d'obtenir toutes les règles nécessaires à la création de personnages dans le monde de Musclor. Plus classique, c'est basé sur un système de caractéristiques et de pouvoirs qui permettent de gérer les combats entre les différents personnages. Ça a été réalisé avec amour, on sent que c'est quelqu'un qui est passionné par les maîtres de l'univers, et c'est à des milliers de kilomètres du résultat de Faza. Lui aussi, je vous le mets en lien dans la description. Attention, depuis tout à l'heure, j'ai l'air de défoncer Faza. Ok, depuis tout à l'heure, je défonce Faza. Mais ne croyez pas que je déteste Faza. Ce jeu, il est sorti bien trop tard. Il était bâclé dans une tentative désespérée de sortir avant la fin de l'effet de mode Maître de l'Univers. Faza se rattrapera très vite, et notamment grâce à la franchise Star Trek, qui a eu un certain succès outre-Atlantique. Ils signeront le plus grand jeu de rôle de tous les temps. Shadowrun. La kryptonite perso. Pour moi, le plus grand jeu de rôle de tous les temps. Au moins dans la catégorie Action Cyberpunk. On va évidemment en parler longuement dans un épisode dédié où je serai dithyrambique, vous êtes prévenus. Conscient de la bastion monumentale qu'occasionnait la sortie de chaque nouvelle figurine, Mattel a fini par mettre en place un système d'abonnement. Avec, de temps à autre, des pièces spéciales, plus grandes, voire très grandes, ou des boîtes avec plusieurs figurines. Et j'en ai reçu des figurines. Ça a duré plusieurs années. Je sais plus combien, mais au moins 3. Le nombre de figurines différentes a dépassé très largement celui de la collection originale, ajoutant des personnages qui n'étaient apparus que dans les dessins animés originaux, voire même des personnages qui devaient apparaître dans la 3e et défunte saison du dessin animé de 2001. Plus de 160 différentes. Je vous rassure, j'ai arrêté avant. Parce que je traversais une période plus compliquée au niveau financier, mais aussi parce que j'avais, et j'ai toujours d'ailleurs, des figurines partout dans mon appartement. Mais partout. Sous blister, sortis des blisters, dans des cartons, à la cave, au fond de placards, sous les lits, partout. J'ai vérifié. La collectionnite, c'est très bien. Mais au bout d'un moment, il faut 300 mètres carrés pour mettre toute la collection en valeur comme il faut. C'est vrai. Et je suis parti en beauté. Devant le succès de la gamme pour collectionneurs, Mattel a enfin fait ce que tout le monde attendait depuis le début. Un château des ombres. Mais pas le raté de la gamme de 2001, hein. Un putain de vrai château des ombres, encore plus gros que l'original, avec absolument tous les détails repris dans un luxe totalement indécent. Ça m'a coûté une blinde, et ça m'a coûté aussi la première taxe douanière de ma vie, mais celui-là, c'est vraiment le plus beau morceau de ma collection. Quand le carton est arrivé, j'étais comme un gosse, un vrai gosse. Le même qui, 30 ans plus tôt, avait sorti le premier château des ombres de son carton d'emballage, les yeux luisants de bonheur. La boucle était bouclée. Je pouvais tranquillement arrêter l'accumulation et profiter de ma collection telle qu'elle l'était.
Les grands fans d'Eternia, comme David, continuent à suivre les aventures de Musclor et de toute sa clique. Pour ma part, ça a plutôt été un tremplin qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur un univers de possibles. En juillet 1986, mon parrain et ma marraine m'emmènent en vacances. Dans le Lot. Pas question de jouer. Ils sont du genre famille de France, si vous voyez ce que je veux dire. C'est les mêmes là, qui 8 ans plus tard vont lancer une cabale contre le jeu de rôle. Heureusement, dans un rayon je découvre le livre dont vous êtes le héros. Je saisis les collines maléfiques, et 4-5 autres, selon l'humeur. Ils n'y verront que du feu. Je vais passer tout l'été à feuilleter ces petits bouquins, entre 2 cahiers de vacances, parce qu'on peut pas tout avoir. Mais ceci est une autre histoire que je vous raconterai une autre fois. J'espère que cet épisode un peu spécial vous a plu. Voilà. Je remercie évidemment de tout mon cœur David, sans qui cet épisode n'aurait jamais été comme il est actuellement, c'est-à-dire pour moi génial. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à découvrir cette magnifique collection. Merci David.